de précisions au cours de cette édition. Prévention de la maladie Ebola, l'aéroport Léopold Sédar Senghor et le port autonome de Dakar sous haute surveillance avec un dispositif pour contrecarrer toute forme d'épidémie. Le ministre de la Santé était sur place pour s'assurer du bon fonctionnement de ce plan de riposte. Les détails de sa visite dans un court instant. Le nouveau code électoral à peine adopté fait polémique pour maître Mamadama Gueye, avocat. L'Assemblée nationale a loupé une occasion historique de mettre en adéquation ce code avec les engagements internationaux. Vous l'entendrez dans ce 20h. Et puis le focus du jour nous intéresse à la violence de plus en plus notée au sein de l'arène politique. Les prochaines élections locales ont fait monter la tension d'un cran dans plusieurs communes de Dakar. Dans cette édition, le compte rendu de nos reporters. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Alors vous le savez, Hissène Habré sera jugé par les chambres africaines extraordinaires, une juridiction qui tient à optimiser la couverture médiatique de ce procès, Léa. L'initiative a été saluée par la Convention des jeunes reporters qui promet une couverture médiatique transparente. Cher Abdouradian Bakesek, Mohamedia. Le procès d'Hissène Habré, un procès à problème et aux grands enjeux. La Chambre africaine extraordinaire entend impliquer les médias pour une bonne couverture. Nous n'appartenons à aucun camp. Nous ne sommes ni pour l'un ni pour l'autre camp. Les journalistes qui vont travailler avec nous garderont leur esprit d'indépendance. Vous voyez, ils seront libres de traiter l'information, évidemment en respectant les règles de déontologie. Au total, une vingtaine d'organes ciblés, un traitement équitable attendu au risque d'être manipulé. Il faut que les journalistes, au-delà de cette formation, aillent faire leur travail de recherche, aillent faire leur travail d'aller essayer de trouver la bonne information où qu'elle se trouve, et puis dans le traitement, de rester équilibré. C'est tout, de prendre à chaque fois chacune des parties concernées, la défense, les plaignants, etc. Et que, voilà, à partir de cette base-là, permettre aux populations de se faire leur propre opinion. L'idée de retransmettre le procès ne fait pas l'unanimité. La Chambre africaine rassure et la Convention des jeunes reporters recadre le débat. Il faut que les Africains soient au courant de ce qui est en train de se passer. Parce que je l'ai dit tantôt dans mon propos en reprenant mon ami Abdoulo, c'est un procès historique. S'il faut, parce que ce qu'il faut éviter, c'est que peut-être de 8h à 24h, que ce soit le procès qui passe à la télé, ou lorsqu'on sait qu'il va y avoir des images, parce qu'il y aura forcément des images qui vont être diffusées, etc., qui peuvent heurter les sensibilités, demander à ce que ces parties-là ne soient pas retransmises. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel est contre le projet de retransmission audiovisuelle, une façon de protéger les droits du mis en cause. Toujours dans cette affaire, avril 2015, date éventuelle du procès Hissène Habré, une déclaration du procureur spécial des chambres africaines extraordinaires. Près de 1500 victimes ont été entendues. S'ajoute à cela 28 autres témoins. Adiatala Tchernoloran Mandi. L'affaire Hissène Habré continue de susciter le débat et mobiliser des moyens. Le procès pourrait se tenir dans le premier semestre de l'année 2015. L'instruction qui se poursuit se déroule sur une durée de 15 mois. Dans le budget, il est prévu un délai de 15 mois pour l'instruction. L'instruction peut être bouclée dans ce délai, tant mieux, mais il peut y avoir une prolongation d'échéance si les nécessités quand même de l'enquête le requièrent. Puis le cours des choses, nous pouvons raisonnablement dire qu'au plus tard, normalement au mois d'avril 2015, un procès pourrait se tenir si les juges décident de renvoyer le ou les inculpés devant la Chambre africaine d'assises. Pas moins de 1500 victimes ont été entendues et 28 autres témoins. Les juges ont pu procéder à l'audition quand même de 522 personnes qui se sont présentées et qui sont constituées partie civile, et 28 témoins ont été entendus. Donc les archives de la DDS aussi ont été exploitées parce qu'il s'agit de milliers de documents de la police politique de Habré. L'affaire Hissène Habré a mobilisé 5 milliards qui couvrent toutes les dépenses des 3 commissions. Elle risque d'être le procès le plus long de l'histoire en Afrique.
Et toujours à propos de ce sujet, sachez que l'article 38 portant sur l'enregistrement des audiences évoquées par le procureur spécial des chambres africaines extraordinaires. Selon Bakeffa, le CNRA ne peut en aucun cas interdire de filmer le procès Hissène Habré. Nous écoutons Bakeffa, le procureur spécial des chambres africaines extraordinaires, au micro de Hadi Atala et Tierno Laurent Mendy. Le statut qui régit le fonctionnement des chambres vient d'un traité qui a été signé entre le Sénégal et l'Union africaine. Ce traité régulièrement ratifié et publié a été appliqué par l'Union africaine et a une force supérieure aux lois. Et c'est ce statut qui dit en son article 38 que les enregistrements et les diffusions des audiences sont autorisés. Et ça sous l'autorité du procureur général. Donc le principe est énoncé qu'il y aura enregistrement, il y aura des films donc, du procès et il y aura diffusion sous l'autorité du procureur général. Donc un avis ne peut avoir une grande pertinence par rapport à une disposition textuelle. Le Sénégal se prémunit face au virus Ebola. Nos autorités viennent de mettre en place un dispositif de nature à contrecarrer l'épidémie. L'aéroport Léopold Sédar Senghor et le port autonome de Dakar ont été placés sous haute surveillance afin de procéder à une détection précoce de la maladie. Et pour s'assurer du bon fonctionnement de ce plan de riposte, le ministre de la Santé en personne, Eva Marie Coll Seck, s'est rendu sur place, compte rendu Maïmouna Ndiaye. 137 cas, dont 86 décès en Guinée-Conakry en un mois, le virus Ebola fait peur. Au Sénégal, un plan de riposte vient d'être instauré. Cela se fait d'une manière très organisée et je crois que nous avons les éléments qu'il faut pour pouvoir prendre les mesures adéquates en cas de risque infectieux lié à l'épidémie d'Ebola. Au port autonome de Dakar, c'est un plan sectoriel. Que ces arraisonnements se fassent avec beaucoup plus de rigueur pour des bateaux qui auraient fréquenté dans les 22 jours correspondant à la période d'incubation maximale supposée de Ebola, tout bateau qui aurait fréquenté dans les 22 jours les ports de Conakry, de Monrovia et de Freetown, que ces bateaux n'entrent pas dans le port, qu'on les arraisonne en rade. À l'aéroport de Dakar, des salles d'isolement sont aménagées pour faire face à l'épidémie. Ici donc, nous sommes à l'isolement. Mais si on remonte de manière sur le terrain, vous allez voir qu'on a visité le départ. Et le départ, c'était pourquoi il faut que les passagers en partance de Dakar soient avertis qu'il y a une épidémie ou une pandémie mondiale. Et c'est pourquoi ça tient d'avis d'alerte de santé. On appelle l'avis d'alerte de santé. Et on doit le faire au départ, surtout dans les pays où il y a l'épidémie. Après la fermeture des frontières, une stratégie de suivi est annoncée, une évaluation des mesures qui se fera chaque semaine. Nous nous rendons à présent dans l'intérieur du pays, à Joal, plus précisément la sous-section Sud-Sas du district sanitaire n'exclut pas l'idée de faire une grève dans les prochains jours et pour cause, les employés se plaignent de n'avoir toujours pas reçu les fonds de dotation alloués par l'État à ce district. Une situation à l'origine d'un manque de médicaments et du retard du paiement des agents communautaires. Abdou Diouf Junior et Sherba. Le district sanitaire de Joal pourrait être paralysé dans les prochains jours. Les blouses blanches sont très remontées contre les autorités. Ces médecins menacent de faire une marche, un sitting ou même un arrêt de travail pour se faire entendre. Depuis 2011, le district n'a pas bénéficié des fonds de dotation alloués par l'État. Et là, ça nous a plongé dans une situation très très difficile. Nous menaçons de paralyser le système parce que nous trouvons plus de moyens pour obtenir ces fonds de dotation. L'origine de leur courroux, des établissements de santé malades, plus malades même que les patients, des locaux vétustes avec des fissures partout, des dalles qui s'effondrent, un manque de personnel et de médicaments, la liste s'allonge de jour en jour. Les problèmes que nous rencontrons, c'est surtout l'approvisionnement du district en médicaments au niveau de la PRA. Et en dehors de ces manques de médicaments dû à la non-obtention des fonds de dotation, vous allez voir il y a la vestitude de certains bâtiments, comme la maternité.
la maternité depuis des mois et les sages ont été obligés de sortir de cette maternité-là pour consulter dans les salles d'hospitalisation. Les patients hospitalisés, les femmes en état de grossesse, les nouveau-nés sont les plus menacés. Il n'y a plus de maternité. Les sages-femmes travaillent dans des conditions incroyables. Ici, c'était destiné pour les CPN et aussi la vaccination. Mais vous avez vu l'état des locaux, le bâtiment a commencé à s'effondrer. Maintenant, on fait les CPN au niveau de l'hospitalisation. On s'est arrangé d'avoir 2 bureaux. Donc franchement, nous crions à haute voix pour qu'on nous aide parce qu'on a des problèmes de locaux. Par exemple, si on devait hospitaliser les malades, on devait réduire la durée d'hospitalisation, et ce qui n'est pas normal. La sous-section Sud-Sas de Joal Fadiout appelle les autorités à trouver une solution pour éviter la confrontation. Et vous l'avez sans doute remarqué, depuis le 4 avril, les allées du Centenaire ont changé de visage avec le déguerpissement des marchands tabliers. Une situation qui risque de perdurer puisque les volontaires de la mairie de Dakar ont décidé de veiller au grain, une aubaine pour les populations qui se réjouissent de leur présence. Dissa Prera, Mardia. Le boulevard du Centenaire vidé de ses tabliers et étalagistes, la préfecture de Dakar a déployé un important dispositif sécuritaire pour éviter que ces déguerpis reviennent à la charge. Il y a un arrêté du préfet du département qui interdit pratiquement les étalagistes et les tabliers à s'installer tout le long des allées du Centenaire. Donc après la fête de l'indépendance, nous sommes venus pour un suivi du désencombrement. Alors donc parce qu'il y a déjà un arrêté qui a été pris par le préfet et nous sommes là pour faire exécuter cet arrêté-là. Une présence de la police municipale saluée par les riverains qui demandent que cette présence soit pérennisée sur les lieux. Nous nous réjouissons et saluons la présence de la police municipale, car il faut aider les riverains de Centenaire dans ce combat qui est celui de tous les Dakarois. On souhaite que ce soit constant, que les forces de l'ordre ou bien les gens qui sont chargés de la sécurité soient ici de façon permanente. Et je pense que là, ça ne posera pas d'inconvénient pour les habitants. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Cette présence des forces de sécurité entrave quelque peu les affaires sur les allées du Centenaire. Parce que déjà, quand les clients voient ces policiers, ils ne viennent pas. Ils vont penser qu'il y a un problème dans le marché. Puis ils nous prennent nos marchandises et les laissent dans la rue. Cela n'a aucun sens. Débarrassés des tabliers et étalagistes à la veille de la fête du 4 avril, les allées du Centenaire retrouvent peu à peu leur lustre d'antan. Toutefois, le retour de ces vendeurs demeure une hantise chez les populations. À peine adopté, le nouveau code électoral fait déjà polémique. Il ne serait pas conforme aux attentes de l'opposition. Pour le PDS et Beno et Bokk Gis Gis, ce nouveau code ne profite qu'aux partis au pouvoir. Magatsi du PDS et Abdoulaye Seck de la coalition Bokk Gis Gis sont au micro de Fatima Taba et Mohamed Dia. La suppression de la liste proportionnelle à la ville, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'élection des conseillers de ville, ça vraiment nous le déplorons et nous pensons que c'est une forfaiture. Le code est dangereux, le code constitue un moyen d'installer vraiment des institutions faibles et à la merci d'un degré. Ce qui veut dire qu'en fait, aucunement, le principe du renforcement des institutions, de la solidité des institutions, qui ne doivent pas obéir au calcul politique, qui ne doivent pas obéir à la présence ou non d'un régime, mais surtout à une république organisée avec des institutions fortes, n'a pas du tout été respecté, et le principe de la démocratie. Dès l'instant que ça a été, le projet est passé à l'Assemblée nationale, donc nous, on peut l'attaquer. Et nous allons l'attaquer doublement d'ailleurs. Nous allons l'attaquer au niveau de Constitution. Nous allons l'attaquer également. À partir d'aujourd'hui, en tout cas, nos avocats sont en train de faire le travail à l'heure où je vous parle. Donc l'attaquer au niveau du Conseil constitutionnel, mais également au niveau de la CEDEAO. L'Assemblée nationale a loupé une occasion historique de mettre en adéquation le code électoral avec les engagements internationaux. C'est l'avis de maître Adama Gueye qui déplore la non-prise en compte des candidatures indépendantes dans cette nouvelle loi. Les indépendants qui justement comptent saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Fatima Taba. La loi ne prend pas en compte les candidatures indépendantes, ce qui n'est pas du goût des personnes concernées. Toutes les divergences portent sur beaucoup de questions, mais aucun député, il n'y a pas un député qui a posé la question de la participation de candidatures indépendantes. Ça, c'est une honte. Parce que
Au regard de ce droit fondamental, tout le reste de ce qu'on a fait dans le Code constitue que des réformettes. Si on pèse ces réformes par rapport au droit fondamental et démocratique des citoyens à participer aux élections locales, c'est des réformettes. On est passé à côté de l'histoire. Selon Maître Mame Adama Gueye, ce nouveau code électoral remet en cause la démocratie sénégalaise. Et c'est aussi une occasion historique qui a été loupée de mettre notre code électoral à la hauteur de nos ambitions démocratiques. C'est pour ça que je trouve extrêmement audacieux et déplacé que les députés de la majorité parlent d'avancée démocratique pendant qu'on piétine un droit aussi élémentaire que le droit de tous les citoyens de participer à la vie publique. Un recours à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est prévu. Nous apporterons deux réponses. À court terme, les initiatives indépendantes iront quand même aux élections locales. On trouvera les moyens de les amener aux élections locales. Et à long terme, nous attaquerons cette loi devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour que, enfin, notre pays se conforme à ses engagements internationaux. Cette revue du code électoral pourrait également faire l'objet d'une saisine de la CEDEAO. Le protocole additionnel de l'organisation interdit toute réforme à moins de 6 mois des élections. Le focus du jour à présent, il nous intéresse à la violence de plus en plus constatée au sein de l'arène politique. À la Médina, les populations disent avoir peur à quelques 2 mois des prochaines élections locales. Certains responsables du PDS et de l'APR rassurent. Pour le moment, rien n'est scellé. Ils sont encore en round de négociation. Maïmouna Ndiaye, Mohamed Dian. Les locales s'annoncent, les Médinois s'inquiètent. Condamne cette scène de violence dans l'arène politique. Chaque parti tire de son côté. Les scènes de violence seront-elles inévitables dans ce cas? Il y a toujours eu des scènes de violence, n'est-ce pas, lors des renouvellements ou bien lors même à la suite de confection des listes électorales. Mais je crois que pour le cas de l'APR, c'est encore très marginal. C'est dommage qu'on en fait vraiment qu'on lui donne toute une ampleur que ce n'a pas. Moi, je ne vois pas pourquoi l'AFP, par exemple, au niveau de la Médina, en tenant des meetings ou des thés, etc., qu'on se tous se battent. Pourquoi? Quand Bamba Fall, effectivement, se déplace, que les jeunes de l'AFP se déplacent, qu'il y ait des bagarres, pourquoi? Au nom de quoi? Pour l'heure, les responsables de l'APR Médina s'activent à la confection des listes au moment où le PDS est en veille stratégique. Nous avons notre programme à nous, nous avons nos stratégies, nous avons tout ce qu'il faut pour qu'on aille effectivement vers ces élections-là. Nous sommes dans une phase de confection des listes électorales en collaboration avec nos alliés de Benno Bokk Yakaar. Les superviseurs déjà désignés, les concertations se poursuivent au sein des partis politiques. De la Médina, nous passons à Guédiawaye, une localité aux enjeux multiples avec 5 communes d'arrondissement. Pour les politiciens, elle devient un enjeu stratégique pour les prochaines élections locales. Oui, Léa, parfaitement. Et Guédiawaye, c'est aussi là que va se présenter Alioune Sall, par ailleurs frère du chef de l'État. Une candidature qui fait polémique, autant de facteurs qui font que la conquête de ce département risque justement de ne pas être de tout repos, nous dit Aminata Mbaresso et Thierno Laurent Mendy. Quelques mois des élections locales, la bataille pour le contrôle de Guédiawaye démarre par des violences. C'est l'APR parti au pouvoir qui annonce les couleurs. Nous sommes d'autant plus choqués par cette violence qui a eu lieu à Guédiawaye qu'on a remarqué que depuis 2008, date de la naissance de l'APR au niveau de Guédiawaye, jamais encore on a eu à faire face à une scène de violence, jamais encore. C'est le frère de Macky Sall qui est venu, qui constitue un enjeu, qui est entré en sourdine d'instrumentaliser des personnes pour qu'ils puissent perturber. Ça ne peut pas prospérer. Avec 5 communes d'arrondissement, la bataille pour le contrôle de Guédiawaye s'annonce rude. Pour les partis au pouvoir, à chaque fois qu'il y a renouvellement, à chaque fois qu'il y a confection de liste, c'est toujours des moments de violence intense. Ils ont calculé que c'est encore plus facile de boucler ces 5 communes d'arrondissement, contrairement à Pikine qui a 16 communes, Dakar 19 et autres. Donc ils disent que quand je parviens à cerner Guédiawaye, c'est
un point de départ, mais ils se sont trompés gravement. Des batailles de positionnement qui ne rendent pas service aux citoyens, l'APR promet de sévir. Les populations doivent prendre leurs responsabilités. Il ne faut pas qu'elles se fient aux promesses des politiques. Elles doivent travailler. Présentement, on assiste à des querelles intestines chez les hommes politiques. Des querelles qui ne sont sous-tendues que par leur propre intérêt au détriment de celui des populations. Ils seront identifiés. Et ces gens-là, quand ils seront identifiés, ils seront isolés de l'APR. Après Matam, Guédiawaye s'invite dans la violence. Le parti au pouvoir est au cœur de ces affrontements, des batailles dans lesquelles les populations payent un lourd tribut. Des esprits qui s'échauffent au fur et à mesure que les élections locales approchent. À Grand-Yoff, la tension est montée d'un cran. Les violences politiques ont éclaté entre militants socialistes et partisans au sein de l'APR. Et puis, autre mésentente au sein de la commune d'arrondissement, le bras de fer qui oppose deux membres de l'APR, Adama Faye, beau-frère du chef de l'État, et son Premier ministre, Aminata Touré. Ibrahima Kamara, Papraline Ndiaye. Une rencontre de la coalition Benno Bokk Yakaar présidée par le maire de Dakar, Khalifa Sall, n'a pas été du goût des militants de l'APR. Les proches de Aminata Touré ont dispersé la rencontre. On a été convoqué à une assemblée générale de Benno Bokk Yakaar. Arrivé sur les lieux, à notre grande surprise, c'est M. Khalifa Sall qui était en train de présider cette réunion. Ce que nous considérons comme inacceptable et inadmissible et que nous allons combattre jusqu'au bout. Les deux leaders de l'APR, à savoir Adama Faye, beau-frère du chef de l'État, et le Premier ministre Aminata Touré, se regardent aussi en chien de faïence. Malheureusement, nous avons constaté que après qu'Adama Faye est installé dans le fauteuil de coordinatrice, elle a donc choisi d'aller seule. Si les militants de Aminata Touré ne dévoilent pas sa candidature, les proches de Adama Faye sont clairs. Le candidat potentiel, c'est Adama Faye. Parce que non seulement il dispose... Enfin, nous avons la preuve réelle qu'Adama Faye a travaillé beaucoup plus qu'un autre responsable de l'APR au niveau de Grand-Yoff. Les populations de la commune d'arrondissement de Grand-Yoff avertissent. Le maire Khalifa Sall fait de belles réalisations à Dakar et oublie son quartier, Grand-Yoff. C'est vraiment désolant et regrettable car on leur voit agir de la sorte, on dirait que ce n'est pas l'intérêt de la population qui les font agir. Bon, ils doivent savoir également qu'on n'est plus à l'époque des vols d'esprit. Et que la population est avertie aussi, quoi. Nos tentatives de cueillir l'avis de Khalifa Sall et ses proches sont restées vaines. La violence qui s'invite de plus en plus au sein de l'arène politique. Les positions sont partagées. De l'avis de certains observateurs, c'est l'arrivée imminente des élections locales qui fait monter la tension, Sarah. Mais pour d'autres, comme Babacar Justin Ndiaye, par exemple, la violence politique a toujours existé au Sénégal et serait due à un manque de culture démocratique. Aïssatou Païfal. L'assassinat de Demba Diop, député maire de la ville de Mbour en 1967 à Thiès. Rappelons-nous aussi les violents incidents de Kadiaban en Casamance qui ont fait plusieurs morts. Pour ne citer que cela, selon Babacar Justin Ndiaye, les violences politiques, un phénomène des plus anciens. La violence au Sénégal est aussi ancienne que la vie politique elle-même. Au temps colonial déjà, on avait des poussées de fièvre très violentes. Senghor et Lamine Gueye, ça a été un duel. On se souvient des violents incidents de Kadiaban en Casamance. Des conflits d'intérêts personnels, d'où l'absence de propagande, de débat d'idées pour le politologue. Il faut s'attaquer aux mœurs politiques, faire en sorte que nos mœurs soient des mœurs pacifiques, que la lutte pour le pouvoir passe par les urnes, par le choc des idées, par la propagande, par le joli discours, par les promesses, même si les promesses peuvent avoir une dimension démagogique. Selon Cheikh Gueye, historien, la politique au Sénégal a toujours rimé avec violence. Donc pour moi, il faut d'abord retourner à l'histoire et l'anthropologie sénégalaise pour expliquer pourquoi il y a tant de violence politique au Sénégal, notamment quand on s'approche des élections. Et d'ailleurs là, on fait souvent le lien aussi avec les sacrifices et tout ce qu'on voit actuellement au Sénégal chaque fois que des élections s'approchent. Pour moi, c'est déjà, il faut remonter loin, mais peut-être même seulement depuis les Tiédo, avec les luttes pour le pouvoir qui ont toujours été le domaine d'excellence de la violence politique. La violence, un phénomène présent sous toutes les aires politiques, au contraire de la démocratie qui, quant à elle, est symbole de paix.
Foot pour ouvrir cette page des sports, le Casa Sport et Djambar, l'affiche des 32e de finale de la Coupe du Sénégal. Quelques autres rencontres ne sont pas moins intéressantes, à savoir Stade de Mbour, Guédiawaye FC, AS Douane, Linguère, Niary Tally, Dakar Sacré-Cœur, Seneps, Tourekunda et RS Yoff fera face à Etix, des matchs qui sont prévus pour le 16 avril prochain, Léa. Et puis football toujours, la Renaissance de Dakar refuse de tomber dans l'euphorie. Première de la poule A après 9 journées comme ces dernières années, l'équipe du plateau cherche pourtant à assurer son maintien. Selon l'entraîneur Chertidiane Fall, en dépit de l'inexpérience de son groupe, il compte se donner à fond sur tous les tableaux. C'est au micro de Cher Sadi Boudiara et Modou Fall. Il reste 5 matchs, c'est pas encore le maintien. Il faut d'abord assurer ça, prendre match par match et jouer aussi le maintien d'abord en pensant à la montée. Quand les matchs de coupe arrivent, on les joue à fond pour gagner. On joue mardi contre la Sénégal à 16h à Demba Diop, en 8e de finale Coupe de la Ligue. On va le prendre comme il est venu. C'est un bonus, on joue pour le gagner. Parce que les matchs de coupe, il faut gagner ou disparaître pour les matchs de coupe. Un bon groupe, mais ils sont encore très jeunes, très jeunes. Il y a des joueurs qui sont issus des Navetans. On a à peu près des jours d'expérience, on en a 4, 5 ou 6 jours. Mais tout le reste, c'est des jeunes. Et puis le programme des 8e de finale Coupe de la Ligue de ce mardi. Renaissance contre Suneor, Gorée en face de Djambar, Dara Saloum et puis Guédiawaye FC contre Tourekunda et Ngor contre Ndarguedj. Les résultats dans les prochaines éditions. Le foot toujours, mais cette fois-ci hors de chez nous. Sachez que 2 quarts de finale retour de la Ligue des Champions se jouent en ce moment. Chelsea, Paris Saint-Germain. Pour la manche aller, il y a déjà 1 but contre 3. Et pour Borussia Dortmund, Real de Madrid, nous aurons les résultats dans nos prochaines éditions. Voilà ce qui met à la fin à la page des sports, mais aussi à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous aurez l'œil du tigre avec Moustapha Gueye et Mati. Le 0h sera assuré comme d'habitude par Chertidiane Diao. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. Quant à toi, Léa, je te retrouve demain avec grand plaisir. Merci Sarah. Merci à tous et agréable soirée sur cette antenne.